7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, vous vouliez évidemment revenir sur la crise migratoire à Mayotte, mais avant cela, un événement à portée planétaire vous a particulièrement marqué, Louis. Et oui, Corentin, la guerre en Ukraine a refait médiatiquement surface depuis la publication d'un entretien exceptionnel de Vladimir Poutine par l'animateur vedette Tucker Carlson, et qui cumule à lui seul 200 millions de vues sur Twitter. Alors pour bien se rendre compte de l'énormité de ce chiffre, c'est 199 fois plus que BFM et 200 fois plus que LCI. D'ailleurs, en parlant de LCI, la chaîne n'est bien sûr pas passée à côté de ce succès incroyable, mais ça ne change strictement rien. Le narratif pro-Ukraine s'impose quel qu'en soit le contexte ou encore le prix, même si cela doit mener vers une troisième guerre mondiale, une hypothèse terrifiante qui pourrait pourtant, selon certains spécialistes de LCI, ne jamais voir le jour en cas d'intervention de la France. En fait, depuis 2014, je pense que nous avons tout à fait les moyens d'intervenir sans déclencher une troisième guerre mondiale, une guerre atomique. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'essaye de montrer comment ce discours est totalement faux et a été finalement un instrument idéologique du Kremlin pour nous autodissuader. Donc concrètement, intervenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de frapper des troupes russes, ou bien sûr toutes les bases logistiques qui lui servent à mener la guerre, avec nos armes s'il le faut, et s'il le faut également nos soldats. Et l'entretien de Tucker Carlson et Poutine n'a pas fait que disjoncter certains intervenants de la chaîne, il a également permis à d'autres de partager certaines idées complètement dingues pour contrer la propagande russe qui séduit tout de même une majeure partie de la planète, comme sur cet extrait où un général français propose tranquillement de propager délibérément des fake news pour discréditer Poutine et son armée. Le narratif est parfait côté russe. Oui, le narratif est parfait, mais maintenant il va falloir commencer à inventer des contre-narratifs. C'est-à-dire que là, je trouve qu'en matière de guerre hybride, on subit trop. Et donc, à un moment donné, il va falloir... Mais bien sûr. Voilà, on subit, on est toujours en réaction. Ouais. Alors là, on se demande, on est à moitié paniqué, on se demande comment on va faire pour contrer ce narratif-là. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Il faut vous êtes pour une contre-guerre hybride. Moi, je suis pour une contre-guerre. Vous les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. Qu'est-ce qu'on dit, mon général? Allez-y. Poutine est malade, il a un cancer. Qu'est-ce qu'on raconte dans votre guerre hybride? On peut dire des tas de choses, oui, absolument. Mais on l'a déjà fait. C'est déjà arrivé. Je peux vous raconter des choses en Afrique. Juste, où ça a été fait. Voilà, pas sur LCI. Ah oui, non, bel aveu, très bel aveu. Je vous rassure, mon général, des fake news, vous en avez et vous en aurez encore, mais vous vous rendrez compte une fois de plus que cette stratégie, en plus d'être ridicule et malhonnête, ne fonctionne pas. Que ce soit par les médias ou la politique, la France comme l'Occident n'arrive pas à trouver le bon angle pour nuire définitivement à Poutine. Et en tant que général, vous devriez savoir que quand un plan d'action ne marche pas, il serait bon d'en changer. Comme avec nos sanctions qui ne sont pas simplement inutiles, elles propulsent la croissance russe à des niveaux jamais atteints, comme l'explique une journaliste du Figaro. La troisième chose qu'on a complètement sous-estimée, c'est que depuis le début, il y a davantage de pays qui soutiennent la Russie et qui refusent d'appliquer les sanctions dans le monde que de pays qui soutiennent l'Ukraine. Et cette différence, ce décalage entre les pays du Sud global et les pays occidentaux, cette rupture, cette faille a été complètement démultipliée depuis le début de la guerre à Gaza. Donc aujourd'hui, on a les 2/3 du monde qui soutiennent la Russie. Le modèle poussé par les démocraties occidentales depuis très longtemps ne fait absolument plus recette. Personne ne veut plus de notre modèle. Et tout ça fait un tout, et ça explique aujourd'hui ces chiffres absolument incroyables. Et on a des questions à se poser, parce que à cette allure-là, ce camp, en fait, dominé par la Russie, la Chine, l'Iran et tous leurs alliés en Afrique, en Asie, en Amérique latine, risque de complètement gagner et de faire sortir l'Europe et les États-Unis, si ce n'est de l'histoire, au moins de les mettre sur le bas-côté. Et en plus de la journaliste, le général Dominique Trinquant, qui nous avait habitués à ses positions très pro-Ukraine, reconnaît dans la douleur que les sanctions n'ont aucun effet sur la Russie de Vladimir Poutine. L'amateurisme européen, c'est d'avoir cru que des sanctions qui ne sont appliquées que par les États-Unis et l'Europe allaient avoir un effet majeur sur la Russie. Les sanctions, c'est une passoire, il faut être clair.
c'est une passoire. Et on était leurs partenaires principaux à l'époque. On était pour 50% à peu près leurs partenaires. Il restait 50% d'autres, et les 50% qu'ils n'ont plus, ils les ont basculés ailleurs. C'est vrai que le chiffre saute à la figure, 3,6% d'un PIB équivalent à l'Espagne quand même. Donc, c'est 0,5 ou 0,6 peut-être pour la zone euro. Oui, d'accord, mais si vous voulez, il y a un écart considérable entre ces PIB. Et tout cela, encore une fois, nous l'entendions dès février 2022 au moment de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Sauf que ceux qui parlaient de cette manière étaient pointés du doigt, comme les méchants pro-russes qu'il fallait bannir des plateaux de télévision. Sauf qu'en face, nous avions des politiques, journalistes ou généraux qui croyaient dur comme fer que la Russie allait être à genoux après nos discours belliqueux et nos sanctions financières. Et il n'en est rien. Et comme d'habitude, ils se sont trompés, comme toujours. Ça me rappelle d'ailleurs ces mêmes fanatiques qui sévissaient dans les médias pour dénoncer fortement ceux qui ne voulaient pas se soumettre au narratif Covid il y a 3 ans, comme Raphaël Enthoven par exemple. Il n'y a rien de liberticide dans l'obligation vaccinale en période de pandémie. Que quand des milliers de gens meurent, il n'y a rien de liberticide dans la suspension temporaire, la restriction temporaire des libertés. Le contraire est liberticide. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du moins contaminé ou du moins contaminable qui l'emporte. Je trouve ça minable. Sauf qu'il faut une rationalité. Oui, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Parler de liberté quand en période de pandémie, on refuse de se vacciner, ce n'est pas de la rationalité, c'est de la folie. Ça, c'est votre avis. Mais si, par exemple, aujourd'hui, des gens de 60 ans, avec Omicron, vous êtes à un pourcentage de non-vaccinés, par exemple, qui sont décédés, c'est 0%. Non, c'est 0%. Ceux qui sont morts sont en désaccord avec vous, Pascal. Ceux qui en sont morts sont en désaccord avec vous. Faudra leur poser la question, peut-être. Invitez-les sur le plateau. Les gens qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner, invitez-les sur le plateau, demandez leur témoignage. Les gens qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner, parce qu'ils sont pas de répondre comme ça. Mais les gens qui sont morts parce qu'ils ont cru des prophètes qui leur ont dit qu'il n'était pas nécessaire de se vacciner ne sont pas d'accord avec vous. C'est tout. La belle philosophie sophisme. Du sophisme, c'est ça. De Monsieur Enthoven nous avait pas manqué. Alors, il est aussi sourd que l'autre qui te finit par veine. C'est ça, exactement. Et pour revenir sur l'actualité française, vous voulez nous parler de la crise migratoire qui refait à nouveau surface. Et oui, qui a refait notamment surface. À Mayotte. Ouais, exactement, grâce à l'incompétence de Gérald Darmanin qui nous aura fait croire il y a un an avec son opération au Bouambouchou que la situation était sous contrôle. Maintenant, il nous annonce la fin du droit de sol pour les Mahorais exclusivement. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je serais curieux de voir ce que décidera le Conseil constitutionnel sur ce coup-là. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sens que toute cette agitation et cette suppression du droit du sol n'est qu'une arnaque de plus pour nous imposer un appel d'air migratoire supplémentaire en métropole. Je ne suis pas spécialiste, c'est pour cela que je préfère laisser la parole à Liselotte ou à Marie, qui décrypteront la crise migratoire à Mayotte bien mieux que je ne pourrais le faire. Je me permettrai simplement de diffuser une petite archive, car en 2018, qui proposait la suppression du droit du sol à Mayotte? Jean-Marie Le Pen. Et qui était contre? Ça, donc, comme pour l'agriculture, la justice, l'éducation, l'économie ou encore l'immigration, rien de concret ne sera fait à Mayotte comme ailleurs. La seule chose que sait faire ce gouvernement est de répandre les difficultés partout où il peut encore le faire. Attendons-nous donc à ce que Mayotte s'enfonce un peu plus dans cet enfer migratoire qui nous donne un petit avant-goût de ce que sera la France dans quelques années. Oui, écoutez, merci pour cette... vous faites une revue de presse, mais c'est une revue des réseaux sociaux, Louis Rigaudière. Oui, j'aime bien repérer des extraits qui fonctionnent quand même pas mal. Et il y en a... Il est beau, hein. Le dernier, là, il est magnifique. Et il y a une réponse même de Darmanin. Il me fait mal. Non, c'est vrai que ça fait en mal. Exclusivité sur ligne droite. Mais les contradictions de Darmanin sont quand même extrêmement nombreuses et quand même légion. Mais je pense qu'il le sait lui-même et que ce gouvernement le sait lui-même. C'est une machine de communication politique. Mentir sans arrêt, brouiller les pistes. Ça existe d'ailleurs en marketing. La stratégie du doute, c'est une méthode qui est même enseignée pour vraiment essayer de nous faire douter de quelque chose qui nous semble évident. Il y avait cet exemple du Nutri-Score qu'on voit sur les produits et qui a mis beaucoup de temps à arriver. Et c'était les industriels, une méthode qui nous appliquait à nous pour essayer de finalement douter de l'efficacité de ce truc qui permettait d'identifier un produit sain ou non. Et en politique, on utilise un petit peu les mêmes manières. C'est des méthodes de manipulation et c'est très, très connu. Et Darmanin est un spécialiste. Mais le problème, c'est que les perches sont un peu grosses, quoi. Oui, mais les gens ont la mémoire très courte. Donc, d'un épisode à l'autre, on s'en souvient plus. Et puis, surtout, ça marche. Enfin, je veux dire, ça rentre. Il y a quand même une efficacité de ce genre de manipulation. C'est ça qui est terrible. Oui, et la mémoire politique, en moyenne, chez le Français lambda, c'est 6 mois. On passe très vite. Oui. C'est humain. On passe humainement, on passe d'une chose à l'autre. On tourne la page. C'est parce que le cerveau est très sélectif. Ouais, parce que combien de fois on se dit, mais enfin, avec ce scandale-là, il va se passer quelque chose. Enfin, c'est tellement énorme. C'est tellement...
Non, là-dessus, ils sont très forts. C'est comme les faits divers qui s'accumulent et on finit par les oublier, forcément. Et c'est triste, hein, mais et pareil pour les scandales politiques. Et on n'arrive pas à faire le lien entre les décisions qui sont prises, et notamment à Mayotte, hein, l'opération Wambushu, avant que les médias en reparlent récemment. L'immense majorité des Français ne savaient plus exactement ce que c'était et avaient oublié la situation à Mayotte. Et en fait, il n'y a pas de suivi politique des décisions qui sont prises. Et c'est là qu'on se rend compte de l'incompétence totale. Alors, Marie Falicon, vous vouliez revenir sur Mayotte, je crois. Ouais, sur Mayotte, merci beaucoup, Corentin. L'opération Wambushu a même pas un an. Elle a été lancée en avril dernier. On voit que ça a déjà été un échec. Et on lance le Wambushu 2. On ne sait pas vraiment ce à quoi va représenter cette opération de police. Voilà, en tout cas, la situation de Mayotte, effectivement, est vraiment critique. C'est amusant d'entendre les belles paroles de Gérald Darmanin, effectivement, face à Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est son discours, celui de Jean-Marie Le Pen, qui est celui donc de mettre en place l'extraterritorialité de Mayotte et la fin du droit du sol sur l'île. À quel nom les Mahorais ne sont pas des citoyens comme les autres. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas en bénéficier en métropole? C'est une vraie question. Et je pense qu'il est intéressant de faire un parallèle seulement sur Mayotte. Évidemment, il y a une personne sur deux qui est étrangère sur l'île, dont 95% de Comoriens, c'est-à-dire que sur les 250 000 habitants de l'île, 1 sur 2 est étranger. Parmi ces étrangers, 1 sur 2 est clandestin. Donc ça veut dire qu'on a un quart à un tiers de l'île qui est en situation irrégulière. C'est pas rien. Mais c'est pas rien, mais c'est aussi l'équivalent en Seine-Saint-Denis. Figurez-vous que un quart de la population en Seine-Saint-Denis, selon une étude de parlementaires sur le sujet, est aussi en situation irrégulière. Donc ce qui se passe à Mayotte, en tout cas, on voit en termes de chiffres que c'est présent en tout cas en Seine-Saint-Denis, et donc peut-être que l'explosion de violence continuera de se répandre en métropole. En tout cas, ce que vit Mayotte, je pense qu'on en est... On y arrive en tout cas en métropole, malheureusement, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec une situation Mayotte, une concentration encore plus terrible, parce que là vous parlez de la Seine-Saint-Denis notamment, donc il y a des barres d'immeubles, donc les gens sont plus espacés. Là, il y a véritablement une concentration de l'archipel, et les gens ne peuvent pas fuir. C'est ça, pour la Seine-Saint-Denis, heureusement pour eux, entre guillemets, on va pouvoir les répandre dans les campagnes grâce aux associations Ville Thaïs, financées par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez. Donc oui, peut-être que sur cet archipel, ils sont particulièrement isolés et seuls, effectivement. Mais les gens de Seine-Saint-Denis qui étaient et qui ont subi donc ce remplacement de population sont partis des banlieues. Là, les Mahorais sont là depuis toujours et ne peuvent pas fuir. Voilà. Puis il y a des taux de chômage fabuleux dans ces endroits-là. Donc ça favorise aussi la pauvreté. Mayotte est le département le plus pauvre de France. C'est vrai qu'ils sont les grands oubliés. Personne. Mais là, on parle d'eux. Mais faut juste se souvenir si c'est un département français ou pas. Il faut décider une bonne fois pour toutes. Mais ils veulent. C'est ça. Non, mais je sais bien. Mais voilà, il faut que dans la politique, ça suive. Mais c'est vrai que par rapport à la France, c'est extrêmement pauvre, mais il faut se dire aussi, c'est ce que disait Charles Dornelas dans ses chroniques, c'est que par rapport aux Comores et par rapport au Soudan ou d'autres, Somalie, c'est 3 fois, 4 fois plus en termes de niveau de vie. C'est pour ça qu'il y a un appel d'air migratoire énorme et que forcément, quand on est dans la peau d'un Comorien, on n'a qu'une envie, c'est d'aller à Mayotte. Ça reste attrayant. Ça reste extrêmement attrayant et un Mahorais est extrêmement riche par rapport à un Comorien. Donc, mais c'est bien pour désengorger l'île. Maintenant, les demandeurs d'asile vont être envoyés en métropole. Merci Gérald Darmanin. Ça fait aussi partie des annonces, parce qu'on parle du droit du sol et de sa suppression, mais on ne parle pas de l'envoi de ces demandeurs d'asile en métropole. Donc alors, ça va nous arriver aussi. Il y a quelque chose, j'ai pas répondu à cette question. Les demandeurs d'asile qu'on va envoyer en métropole, ils devront payer eux-mêmes leur billet d'avion ou pas? Ça, c'est une question dont personne ne parle. C'est une bonne question. Parce que c'est une vraie différence, parce que s'ils doivent payer, si en plus on leur paye le billet d'avion, c'est scandaleux. S'ils doivent payer le billet d'avion, ça veut dire que ça va quand même limiter. Enfin bref, écoutez, je pense pas. Cette question, je me renseignerai. Je ne suis pas aussi optimiste, mais parce que vu l'urgence de la situation, ils sont plutôt pressés d'envoyer les gens en métropole plutôt que l'inverse. Et ben on va se renseigner. On va se renseigner. Un peu d'investigation. Voilà, un peu d'enquête. Merci à tous pour cette zone libre.